On va terminer ce thème 2 avec la question des limites aux droits sur les biens. Alors, ce qu'on va voir, c'est que, on l'a dit, la propriété, c'est un droit absolu parce qu'on a la totalité des prérogatives sur la chose et on est le seul à les avoir, exclusivité du droit de propriété. Bon, évidemment, il va y avoir certaines limites un peu spécifiques pour les autres droits réels, mais en réalité, ce qu'il faut surtout bien comprendre, c'est que même pour la pleine propriété, quand le législateur vous dit que vous avez un droit absolu sur votre chose, en réalité, c'est pas un droit absolu au sens où on l'entend dans le langage courant. Totalité des usages, oui. Exclusivité des utilités de votre chose, oui. Mais est-ce que vous pouvez tout faire avec votre bien? Non. Il y a des limites dans l'exercice de vos prérogatives sur la chose. C'est ce que j'ai appelé les limites fonctionnelles. Et puis, je ferai une petite synthèse de tout ce qui a été dit sur les conséquences temporelles au regard des différents droits qu'un un individu peut avoir sur une chose, et ça nous donnera quelques limites temporelles des droits sur les biens. Alors, en ce qui concerne les limites fonctionnelles du droit de propriété, eh bien, évidemment, il y a d'abord des limites qui ont pour origine la loi. Ensuite, il y a quelques limites qui ont été posées par la jurisprudence. Et puis, bon, par contrat, on peut aussi fixer quelques limites aux prérogatives d'un propriétaire sur son bien, mais ça, c'est clairement moins important. Dans les limites légales, ce qu'il faut bien comprendre, en tout premier lieu, c'est que l'exclusivité des prérogatives sur la chose, le droit de ne pas être concurrencé dans l'usus, le fructus et l'abus sur une chose si on n'en a pas envie, eh bien, c'est un droit qui s'exerce entre personnes privées. En revanche, l'État est toujours, alors pas pour les biens meubles, mais pour tout ce qui est les biens immobiliers par exemple, l'État est toujours propriétaire du territoire français. Donc en fait, quand vous êtes propriétaire d'un bien immobilier, vous êtes propriétaire dans le sens où vous avez le droit à ce qu'aucune autre personne privée ne puisse exercer des prérogatives sur ce bien immeuble. En revanche, l'État, lui, peut toujours récupérer la portion du territoire français qui lui appartient, sur lequel se trouve éventuellement une maison que vous avez pu construire, etc. Et il le fera en vous expropriant pour cause d'utilité publique. Alors il faut qu'il y ait un motif d'intérêt général, la fameuse cause d'intérêt public prévue par l'article 545, et évidemment qu'il va devoir vous indemniser, parce que le droit de propriété est un droit fondamental, on ne peut pas, même quand on est un État, vous en priver comme ça. Mais concrètement, ça veut dire que les prérogatives d'un propriétaire sur son bien sont des prérogatives qui le mettent à l'abri de l'expropriation par une autre personne privée. On est à l'abri de l'expropriation privée, pas à l'abri de l'expropriation publique. Personne ne peut vous forcer à céder une partie de votre bien, même en vous indemnisant. Ça a été jugé notamment en matière d'empiètement. On ne peut pas dire non, l'auteur de l'empiètement ne démolira pas, mais par contre il devra indemniser le propriétaire du terrain sur lequel il a empiété en lui donnant la valeur de la surface empiétée. Oui, mais ça, ce serait forcer le propriétaire du terrain empiété à vendre. C'est pas possible, ce serait de l'expropriation privée. Il n'y a que l'État qui peut vous exproprier. L'expropriation publique, c'est possible, évidemment moyennant une juste indemnité. L'État peut vous forcer à lui céder la propriété de vos biens immeubles. Et puis, il y a aussi des règles d'intérêt général qui vont venir restreindre les prérogatives dont vous pouvez faire usage sur votre chose sans vous forcer à l'aliéner. Ce seront des règles qui, par exemple, vont imposer que vous tolériez que des lignes électriques ou des couloirs aériens existent au-dessus de votre terrain, alors qu'en théorie, vous êtes propriétaire du dessus, oui. Vous pouvez empêcher n'importe quel être propriétaire privé de faire quelque chose dans l'espace aérien, on va dire, au-dessus de votre terrain, mais pas l'État, pour des raisons d'utilité publique. Alors, il y a aussi des règles qui viennent carrément restreindre ce que vous pouvez faire chez vous. Vous ne pouvez pas construire ce que vous voulez quand vous voulez, n'importe comment. Vous ne pouvez même pas, parfois, en fonction des endroits où vous vous trouvez, vous ne pouvez pas, parfois, choisir la couleur de vos murs, de vos volets, parce que tout ça est réglementé par les plans d'urbanisme de l'endroit où vous vous trouvez et que vous devez respecter ces règles-là. Bon. De la même façon, en théorie, vous êtes propriétaire de ce qu'il y a dans votre sol, oui, c'est vrai, mais vous ne pouvez pas forcément l'exploiter n'importe comment. Il y a des ressources qui sont extrêmement importantes pour l'économie nationale. Si d'un coup vous découvrez du pétrole dans votre terrain, vous ne pourrez pas en faire ce que vous voulez. De la même façon, si vous découvrez des vestiges archéologiques dans votre sous-sol, il y a des règles particulières qui vont venir s'appliquer et qui viendront faire échec à cette pleine propriété théorique de votre bien. Et puis on a vu quelques exemples de servitude légale où la loi vous impose de subir une concurrence dans l'exercice de vos prérogatives avec le propriétaire du fonds dominant. Les limites jurisprudentielles, elles renvoient à deux notions essentielles qui vont venir limiter les prérogatives d'un propriétaire sur son bien. Il ne pourra pas faire n'importe quoi de son bien si ça nuit à autrui.
Donc l'idée générale de ces deux limites jurisprudentielles, c'est de dire je vais venir empêcher un propriétaire de faire n'importe quoi avec son bien si ça entraîne des conséquences dommageables pour un tiers. Mais il y a deux techniques différentes qui ont été développées à peu près en parallèle par la jurisprudence pour arriver à cette fin. Elle a pu considérer que un propriétaire qui exercerait ses prérogatives sur sa chose, usus ou fructus, dans le but de nuire à quelqu'un d'autre, sans que cela représente aucune utilité pour lui, autrement dit, normalement, pourquoi on vous confère ces prérogatives sur la chose? Parce que ça vous appartient, c'est votre bien, c'est votre richesse, vous en faites ce que vous voulez, tout ce que vous jugez utile, vous pouvez le faire avec votre bien. Mais si précisément vous faites avec votre bien quelque chose qui ne vous est pas utile, mais qui en revanche nuit à l'adversaire, on va considérer que vous avez fait usage de vos prérogatives de façon abusive, parce que vous ne l'avez pas fait pour vous servir vous, mais pour desservir un tiers, pour lui causer un préjudice. C'est en cela qu'il y aura une faute dans l'exercice de vos prérogatives de propriétaire. Donc, par exemple, vous construisez quelque chose sur votre terrain, vous avez évidemment le droit de le faire. Oui, mais si je construis quelque chose sur mon terrain uniquement pour embêter le voisin, par exemple, il vient de se faire une terrasse, on a des rapports de voisinage un peu tendus, je construis quelque chose sur mon terrain, je le configure de façon à ce que, vu la situation des lieux, eh bien, à chaque fois que le soleil devrait normalement illuminer sa terrasse, comme par hasard, ma construction fait écran et sa terrasse est en permanence à l'ombre, il ne peut pas en profiter. Petite vengeance mesquine, qui serait sanctionnée au titre d'un abus du droit de chaque propriétaire de construire ce qu'il a envie de construire sur son terrain. Alors, du point de vue de l'action en justice, on aurait donc la personne lésée par ce comportement qui agirait en justice contre un propriétaire en disant il a abusé de son droit de propriété. Il faudra prouver la faute du propriétaire défendeur dans l'exercice de ses prérogatives de propriétaire. Bien. Et c'est tout l'intérêt de l'autre limite jurisprudentielle au droit de propriété, qui est la théorie du trouble anormal de voisinage, qui n'existe pas dans le code, pas plus que l'abus de droit, ça a été inventé par la jurisprudence. Mais l'avantage du trouble anormal de voisinage, c'est que c'est plus facile d'obtenir réparation du préjudice que vous a causé autrui dans l'exercice de ses prérogatives sur un bien, que c'est plus facile de le prouver par le biais des conditions du trouble anormal de voisinage que par l'abus de droit. Pourquoi? Parce que le trouble anormal du voisinage, c'est un mécanisme de responsabilité sans faute. C'est-à-dire que le demandeur n'aura pas à prouver la faute du défendeur dans l'exercice de ses prérogatives sur le bien. Il aura juste à dire, le demandeur a fait quelque chose avec son bien, qui m'a causé un trouble anormal. Je vais devoir, moi, prouver que le trouble que je subis est un trouble anormal. La logique, c'est que on vit en communauté, parfois en promiscuité, notamment dans les très grandes villes, et donc, il va falloir subir des désagréments. Vous ne pouvez pas exiger une tranquillité totale, que vos voisins ne fassent aucun bruit, parce que simplement exister et partager un espace commun, forcément, ça suppose des compromis, et ça suppose que vous n'avez pas la possibilité d'exiger une tranquillité totale. Et donc, vous devez subir des troubles normaux de voisinage sans pouvoir vous en plaindre. Mais si ce trouble atteint une intensité ou se renouvelle à une fréquence, je vous renvoie aux conditions que vous avez vues en TD pour qu'il y ait trouble anormal de voisinage, mais si ce trouble peut être qualifié d'anormal, vous pourrez en demander réparation, quand bien même la cause du trouble ne résiderait pas dans une faute de votre adversaire. Bon. Et puis, surtout, dans les troubles anormaux du voisinage, maintenant, il n'est même plus besoin de débattre de la qualité de propriétaire, alors que dans l'abus du droit de propriété, forcément, il faut avoir abusé de ses prérogatives de propriétaire. Dans le trouble anormal du voisinage, c'est un voisin agit en demande, contre un de ses voisins en défense, peu importe qu'il soit locataire, propriétaire, on s'en fiche. Dans son activité, mon voisin m'a causé un trouble anormal, j'en demande réparation. Alors, il y a des petites choses qu'il faut connaître, notamment pour les façons pour le défendeur d'échapper à une condamnation. Je les ai soulignées sur la slide, mais ça renvoie à des choses que vous avez vues en cours. La préoccupation, c'est quelque chose qui peut être surtout mentionné dans un cas pratique, on va dire. Vous pouvez un peu, à mon avis, oublier la force majeure, tellement ça n'arrive jamais, mais la préoccupation, c'est l'idée de dire que celui qui est en défense invoquerait le fait qu'il était là avant, qu'il se livrait à l'activité qui fait l'objet du litige, avant que le demandeur ne s'installe à côté de lui et ne devienne son voisin. Autrement dit, c'est un peu l'idée de dire, vous saviez à quoi vous en tenir en venant habiter dans mon voisinage, vous ne pouvez pas derrière vous plaindre de ce que je fais. Alors ça, la jurisprudence l'a refusé. Le législateur est venu admettre ce moyen de défense de la préoccupation dans certains domaines bien précis, pour certaines activités bien précises, notamment les activités agricoles par exemple, de toute façon générale des activités économiques cruciales que le législateur veut protéger. Et donc il dit, si une personne se livrait à cette activité avant que le demandeur à la réparation du trouble anormal du voisinage ne se soit installé à proximité, le demandeur devra subir le trouble sans pouvoir s'en plaindre.
il y a des conditions spécifiques pour cette excuse de préoccupation fonctionne, et c'est réservé à certaines activités économiques visées expressément dans, dans le texte du code de la construction et de l'habitation qui s'intéresse à cela. En dehors de ce domaine très restreint, l'excuse de préoccupation ne marchera jamais comme argument en défense. Et vous serez condamné, même si vous étiez là avant et que votre activité dont maintenant on vous demande réparation, vous l'exerciez déjà avant que le demandeur s'installe à côté de vous. Limites conventionnelles, bon, à mon avis, vous pouvez les oublier, mais je vous les mentionnais pour information, peut-être plus dans l'optique d'un sujet théorique, c'est qu'il est tout à fait possible de céder sa propriété sur un bien, notamment, normalement, vous êtes titulaire de la pleine propriété, vous la cédez, vous cédez la pleine propriété. Oui, mais vous pouvez venir restreindre, en réalité, les prérogatives de celui qui récupère votre droit sur la chose. Ça va être une clause d'inaliénabilité, c'est-à-dire que vous allez lui interdire d'aliéner le bien. Concrètement, vous le priverez de l'abusus. C'est notamment fait dans les legs ou les donations que des personnes font à une fondation ou une association, en leur disant: «Mais vous avez l'interdiction de revendre ce que je vous donne, je veux que vous l'exploitiez dans un musée, dans ce que sais-je, mais en tout cas, vous ne pouvez pas le revendre». Bon, donc dans ce cas-là, on vient restreindre la possibilité de commercialiser le bien, et donc ça vient forcément restreindre les prérogatives du légataire, du bénéficiaire du legs, ou du donataire, du bénéficiaire du don, sur le bien. Comme c'est une restriction aux prérogatives de propriétaire, les clauses d'inaliénabilité peuvent être incluses dans un legs ou une donation qu'aux conditions de l'article 900-1 du Code civil. Allez lire le texte par curiosité si vous avez le temps, mais honnêtement, c'est pas le plus important. Enfin, en ce qui concerne les limites temporelles, j'ai un peu essayé de récapituler ce qu'on avait vu précédemment. En ce qui concerne la pleine propriété, c'est un droit imprescriptible. Ça veut dire que vous pouvez toujours agir en défense de vos prérogatives de propriétaire. Bon. Corrélativement, comme c'est un droit imprescriptible, le simple fait que vous n'utilisiez pas votre bien, ou vous n'exploitiez pas un terrain qui pourrait produire, qui pourrait générer des fruits ou des produits, eh bien, ça ne vous fait pas perdre vos prérogatives sur ce bien. Il faut simplement être vigilant à une chose, c'est que autant vous ne perdez pas vos droits par le non-usage, autant le non-usage vous expose à un risque, c'est que quelqu'un vous pique votre droit, c'est-à-dire usurpe votre qualité de propriétaire parce qu'il vous aura dépossédé du bien sans que vous ayez réagi. Vous n'avez aucun délai pour agir en justice en défense de votre droit de pleine propriété, mais si vous avez mis trop de temps à réagir face à une usurpation de votre propriété par quelqu'un qui vous a dépossédé de vos prérogatives sur la chose, le législateur vous sanctionnera en disant: ok, l'action en justice elle est recevable, mais par contre vous risquez de perdre sur le fond. Pourquoi? Parce que vous revendiquerez des droits dont vous n'êtes plus titulaire dès lors que, par le biais de l'usucapion, l'adversaire en a acquis la titularité. Bon. L'usucapion, c'est une forme d'expropriation privée. Gratuitement, la loi récompense le possesseur pendant un certain délai du bien d'autrui, concrètement. Alors, en ce qui concerne les droits réels démembrés, notamment l'usufruit a en principe une durée viagée, c'est-à-dire que l'usufruit dure tant que l'usufruitier est en vie. Quand l'usufruitier décède, le nu propriétaire récupère l'usufruit et donc redevient plein propriétaire de son bien. Ou alors, si la limite supérieure, si la personne vit moins de 30 ans, donc ce sera viagé. Si la personne, sinon, conclut un usufruit, il est par défaut d'une période de 30 ans. Soit c'est 30 ans, soit c'est dès qu'il décède, l'usufruitier, voilà, concrètement. Maintenant, bien évidemment, si c'est un usufruit par contrat, et pas par le jeu des règles successorales, par exemple, vous pouvez tout à fait prévoir une durée spécifique à votre usufruit. Deuxième particularité de l'usufruit, si l'usufruitier n'exerce pas ses prérogatives d'usufruitier pendant 30 ans, il perd son droit d'usufruit. Donc là, le nu propriétaire pourrait lui dire: ah bah non, ça fait 30 ans que tu n'exerces pas ton usufruit, tant pis pour toi. Depuis 30 ans, t'as pas exercé tes prérogatives, bah du coup, tu as perdu ton usufruit. Conséquence, je suis redevenu plein propriétaire. Bon. Et puis, bien évidemment, mais ça c'est une constante, on peut toujours usucaper un droit réel démembré, de la même façon qu'on pourrait usucaper la propriété complète. Bien. Pour les servitudes, là il y a quelques petites spécificités pour les servitudes, c'est un peu un entre-deux, entre le démembrement que l'usufruit et puis la pleine propriété. Les servitudes, en théorie, elles sont perpétuelles. Donc concrètement, l'action en défense d'une servitude, normalement, ne se prescrit pas. Mais, le droit de servitude, lui, peut se perdre par le non-usage trentenaire. En cela, il ressemble un peu à l'usufruit. Est-ce qu'on peut usucaper un droit réel de servitude? Uniquement si la servitude est continue et apparente, d'où l'importance des catégories qu'on a vues précédemment. Si la servitude est discontinue et apparente, ou discontinue et non apparente, ou bien continue et non apparente, dans ce cas-là,
elle ne peut pas être usucapée. Vous ne pouvez pas usurper la propriété du droit réel de servitude si la servitude sur laquelle s'exerce votre possession n'est pas continue et apparente. Voilà pour cette question des limites temporelles et de façon générique des limites aux droits sur les biens. Dans la prochaine vidéo, on s'intéressera aux titulaires des droits sur les biens, c'est-à-dire concrètement aux personnes.